Voilà, c'est parfait. Bienvenue à la dernière session de la semaine de prévention qui a eu lieu du 29 mars au 2 avril. Donc, c'était un événement qui a été organisé par la Fédération française du bâtiment. Donc, je dis dernière session, mais c'est surtout pour le webinaire risque chimique, puisqu'il y a encore des autres sessions jusqu'à tard dans l'après-midi. Donc, je suis Sophie Cuenca, je suis conseillère en prévention à l'OPP-BTP région PACA-Corse et je serai accompagnée dans l'animation par Christelle Cunin qui est contrôleuse CARSAT Nord-Est, je perds mes mots, et du docteur Isabelle Quadrini qui, elle, est docteur au service de santé au travail de Normandie. Pour nous accompagner aussi au niveau du fil de discussion, il y aura ma collègue de l'OPP-BTP Occitanie, Rebecca Lévy. Donc c'est avec elle que vous allez interagir lors des questions que vous aurez posées ou justement des petits quiz qu'on va faire ensemble. Tout va s'organiser autour de ce fil de discussion. Avant de débuter, j'attire juste votre attention sur le fait qu'il y a un mot-clé qui a été caché, entre guillemets, dans certaines diapositives du webinaire, tout au long du webinaire. Donc, pour le reconnaître, ce mot-clé, il est couleur or et encadré. Ce mot-clé va être très important puisqu'il va permettre de valider votre participation sur le questionnaire satisfaction qui vous sera remis à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à le noter dès que vous l'apercevrez. De toute façon, dans le fil de discussion, Rebecca vous rappellera à plusieurs reprises sa présence. Donc, pour commencer, je vais vous passer un petit film de promotion de la semaine de la prévention. La prévention, c'est toute l'année sur vos chantiers pour travailler en sécurité. Mais la semaine de la prévention, vous connaissez ? Eh bien, c'est faire le point, échanger et partager les bonnes pratiques de prévention contre les risques professionnels du bâtiment. 5 jours pour répondre aux questions prévention que l'on se pose toute l'année quand on veut améliorer la prévention dans son entreprise. Et oui, parce qu'on ne joue pas sa sécurité sur un chantier. C'est risqué. Ça vous dit? Alors connectez-vous. Retrouvez les préventeurs en ligne avec un dispositif de webinaire ludique et interactif adapté à chacun. Si vous êtes chef d'entreprise, encadrant ou salarié. Une semaine pour découvrir des solutions prévention concrètes pour un chantier 100% gagnant. La semaine de la prévention est organisée par la Fédération française du bâtiment, accompagnée par l'OPP-BTP, les CIST BTP et la CNAM. Voilà, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet en testant un petit peu vos connaissances. C'est surtout pour voir comment vous appréhendez déjà le risque chimique et pour voir un petit peu, pour vous auto-évaluer entre guillemets. Donc il va y avoir des questions qui vont être posées. Ce que je vais vous demander, c'est de répondre rapidement dans le fil de discussion. Et Rebecca nous donnera en fonction de vos réponses les tendances par rapport à l'ensemble des participants. Alors, question numéro 1. Le risque chimique, grand 1, concerne surtout les industries chimiques. Grand 2, ne concerne pas le BTP où l'on n'utilise pas de produits vraiment dangereux. Grand 3, peut provoquer des accidents du travail et être à l'origine de maladies graves. Alors je vous laisse un petit peu de temps, je vais répéter. Le risque chimique, 1, concerne surtout les industries chimiques. 2, ne concerne pas le BTP où on n'utilise pas de produits vraiment dangereux. 3, peut provoquer des accidents du travail et être à l'origine de maladies graves. Alors, on commence à avoir des réponses, déjà. Je vois que vous êtes très réactifs. Alors, pour le moment, la tendance, effectivement, serait la réponse a priori 3. J'attends encore un petit peu des retours de Rebecca. 3 majoritairement, et puis j'ai eu un peu de 1. Alors, on va un petit peu revenir sur ce risque chimique. Effectivement, le risque chimique touche et concerne l'intégralité des secteurs d'activité, que ce soit en industrie chimique, mais aussi dans le BTP. Donc, en fait, la bonne réponse, c'est la réponse 3, parce qu'effectivement, le risque chimique peut provoquer des accidents de travail, mais également provoquer des maladies professionnelles qui peuvent aller être à l'origine de maladies graves. On développera tout à l'heure, un petit peu plus loin d'ailleurs,
cette partie avec les services de santé au travail. Ensuite, donc, question numéro 2. Les conséquences d'une exposition régulière à des produits chimiques dangereux. Grand 1 sont toujours visibles, on tousse, ça brûle et on peut s'éloigner du danger. Grand 2 sont parfois insidieuses et peuvent se manifester, comme par exemple par des maladies respiratoires parfois graves, au bout de plusieurs années. Donc, je répète, les conséquences d'une exposition régulière à des produits chimiques dangereux, 1, sont toujours visibles parce qu'on peut tousser, ça brûle et on peut s'éloigner du danger, ou grand 2, sont parfois insidieuses et peuvent se manifester au bout de plusieurs années sous forme de maladies respiratoires parfois graves. Alors, on commence à avoir du 2 et unanimement dans vos réponses, effectivement, une exposition régulière à des produits chimiques peut entraîner au bout de plusieurs années des maladies graves, des maladies professionnelles respiratoires, ce qui est le cas par exemple pour l'amiante, et sont insidieuses parce que on ne les voit pas forcément et on ne les sent pas forcément. On ne peut pas se fier à ses sens, effectivement, pour définir la dangerosité d'un produit chimique. Ça, c'est très important. Ensuite, question numéro 3. Alors là, on va parler de l'évaluation du risque chimique. Grand 1. Alors, cette évaluation fait partie intégrante de l'évaluation des risques professionnels et doit figurer dans le document unique d'évaluation des risques. Grand 2 ne concerne pas le BTP. Grand 3 est du ressort du médecin du travail. Je répète, l'évaluation du risque chimique fait partie intégrante de l'évaluation des risques professionnels et doit figurer dans le document unique d'évaluation des risques. Grand 2 ne concerne pas le BTP. Grand 3 est du ressort du médecin du travail. Alors, pareil, j'attends un petit peu. A priori, Rebecca est en train. Vous êtes ultra rapide, je vous remercie. On a majoritairement, et je pense même unanimement, du 1. Effectivement, comme tout risque, le risque chimique doit être intégré à la démarche d'évaluation du risque. D'ailleurs, on a sur la droite une démarche d'amélioration en continu, on identifie le danger, on évalue le risque, on met en place des actions, on suit et on reboucle en fait. Donc effectivement, le risque chimique est un risque à évaluer au même titre que tous les autres risques. Juste une aparté pour le 3, donc le document unique est toujours à la charge de l'employeur. Par contre, il peut faire appel aux services de santé au travail et notamment aux médecins pour l'aider notamment sur les expositions et la lecture des fiches de données sécurité. D'accord? Donc n'hésitez pas à le solliciter. Donc, je vais passer donc la parole à ma collègue Christelle Cunin pour ce qu'il faut savoir. Alors, après ce petit test de connaissances, je vais vous présenter les points clés qui vont être notre fil rouge pendant cette présentation. Alors, premièrement, votre activité dans le bâtiment ou les travaux publics implique une exposition quotidienne à des agents chimiques dangereux, et ce, pour vous et vos salariés. Alors, on peut citer des produits émis lors des processus, comme par exemple les fumées de soudage, fumée de bitume, fumée de gaz d'échappement. Des poussières aussi sont émises dans vos processus, comme les poussières de bois, de silice, de plomb, d'amiante, lors des travaux de découpe, de décapage, de retrait de matériaux qui en sont composés. On a aussi l'utilisation de produits manufacturés, des produits chimiques. Ils sont fortement utilisés par vos salariés. On peut citer peinture, colle, solvant, dégraissant, et j'en passe. Et si on s'intéresse à leur composition, on va pouvoir découvrir leur dangerosité. Les produits chimiques peuvent aussi provoquer des incendies ou des explosions qui vont avoir de gros dégâts, tant humains que sur les bâtiments, dans l'entreprise, également sur l'environnement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vos procédés de construction, de déconstruction, de réhabilitation font partie des nuisances chimiques. Nous verrons aussi ensemble que les produits chimiques qui entrent en contact avec notre corps peuvent avoir des conséquences à court, moyen ou long terme. On va parler d'intoxication aiguë en cas d'effet immédiat,
après l'exposition. Ça peut être une réaction cutanée, par exemple, ou une allergie respiratoire. Et on qualifie d'intoxication chronique si on a le contact répété avec un ou plusieurs agents chimiques dangereux, même à faible dose, et il y a une atteinte de certains organes, comme les poumons, les nerfs, le cerveau, les reins, les testicules. Et là, ça déclenche une maladie qui sera plus ou moins invalidante. Alors, sur la prochaine diapo, on va voir le second point. Donc, puisque nous sommes d'accord sur le fait que le risque chimique existe, il va falloir l'évaluer. L'objectif de l'évaluation des risques professionnels est de définir un plan d'action avec des mesures de prévention permettant de maîtriser, voire d'éviter l'exposition de vos salariés. Alors, la prévention fait partie de votre métier, auquel cas vous ne pourriez pas l'exercer, et elle fait même partie intégrante de votre organisation, au même titre que votre comptabilité ou les ressources humaines. En vous appuyant sur les principes généraux de prévention, qui, je le rappelle, font partie du Code du travail, vous allez identifier l'ensemble des risques professionnels auxquels vos collaborateurs et vous-même êtes exposés. Et à partir de cette évaluation, vous priorisez les actions de prévention et gagnez en performance. Alors, cette évaluation générale, elle nécessite aussi dans votre activité en particulier d'être complétée, notamment sur les chantiers, par rapport à certaines spécificités que vous allez avoir sur ces chantiers, qui vont être en lien avec l'environnement de chantier, la coactivité et les structures existantes. Alors, si on en revient stricto sensu au risque chimique, le Code du travail, lui, prévoit des dispositions spécifiques et graduées au sujet des agents chimiques dangereux et par rapport aux cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Alors, à retenir, plus un agent chimique est dangereux, plus les règles de prévention à respecter seront strictes. On verra plus tard les outils simples à votre disposition pour établir votre évaluation, mais d'ores et déjà, sachez que 2 logiciels sont accessibles gratuitement, un sur le site Prévention BTP de l'OPP-BTP et l'autre sur le site de l'INRS du réseau Prévention de l'assurance maladie. N'hésitez pas à les consulter et les utiliser. Alors, le troisième point clé, une fois que votre évaluation est terminée et vos actions de prévention retenues et mises en œuvre, on ne peut que vous encourager à évaluer la pertinence de vos actions. En fait, ce que vous avez mis en œuvre l'an passé, est-ce que c'est toujours en place dans votre entreprise? Y a-t-il eu dérive ou amélioration? Ce questionnaire va vous permettre l'amélioration continue dans votre entreprise et vous permet une maîtrise durable des risques. Et puis le dernier point, malheureusement, il est vraiment d'actualité et on ne peut pas vous rencontrer aujourd'hui sans vous en parler. C'est le risque sanitaire de l'ordre biologique de la Covid-19. Juste un rappel, comme quoi la vigilance est de mise, on ne doit absolument pas la relâcher, surtout vu les chiffres actuels. Et il faut vraiment être vigilant, que ce soit au sein de vos équipes, mais également avec vos interlocuteurs, que ce soit vos partenaires, vos visiteurs ou fournisseurs dans l'entreprise. Et il est impératif de mettre en place des mesures sanitaires que l'on verra plus tard. Donc, pour développer justement ces points vus ensemble, je laisse la parole à Isabelle. Bonjour à toutes et tous. Donc, avant de développer les mesures de prévention et les moyens de protection à mettre en place par rapport aux risques chimiques, je voulais faire un petit rappel à la réglementation, puisque, comme vous le savez, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Ce qui comprend entre autres des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation qui seront développées un peu plus loin, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En ce qui concerne le risque chimique, comme pour tous les autres risques d'ailleurs, la première étape est donc de repérer le ou les produits chimiques dangereux et de connaître leurs effets. Donc sur la diapo suivante, la première question que je vais vous faire travailler un petit peu pour savoir si vous avez, vous, déjà une définition
de ce qu'est un produit chimique? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est, est-ce que vous avez listé au sein de votre entreprise les produits chimiques présents dans l'entreprise? Je vous laisse un petit peu de temps pour nous apporter une réponse. Et puis, je reprends la parole. Donc là, je vois qu'effectivement, vous avez donc listé, pour certains d'entre vous, et fait un inventaire. Donc c'est un bon début. Que vous avez les fiches de données de sécurité également. Donc ça, c'est très bien aussi. Personne ne veut me donner de définition. Personne ne se jette à l'eau. Ok. Bon, c'est un petit peu compliqué. Donc, la définition du produit chimique, en fait, c'est un produit commercialisé ou non, d'origine naturelle ou synthétique, ou fabriqué, utilisé, c'est-à-dire soit il est manufacturé, c'est-à-dire que vous achetez un produit et vous allez l'utiliser dans votre process de travail, soit il est émis sous différentes formes par le process de travail lui-même. Donc, il peut être émis sous forme solide, liquide, poudre, poussière, fumée, gaz, fibres, particules, et j'en passe. Il peut s'agir soit de substances pures, soit de mélanges, ou, comme je viens de le dire, d'émissions qui sont liées à l'activité de travail. Donc, comme vous l'a dit Mme Cunin tout à l'heure, bien que sous-estimé, le risque chimique est présent dans quasiment toutes les activités du BTP. Comme en témoignent les données de l'étude Summer de 2017, puisque plus de la moitié des salariés de la construction sont exposés à au moins un produit chimique. 30%, donc 1 sur 3, est exposé à au moins 3 substances. Et 10% des salariés sont exposés à des produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Ce qui représente, pour les poussières de bois, 370 000 salariés exposés. Donc, ça représente quand même énormément de salariés concernés. Et donc, les conséquences pour les personnes exposées, même brièvement, peuvent être graves, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la gravité de l'atteinte à la santé va dépendre à la fois de la nature du produit, donc de sa toxicité, de sa nature physique, est-ce qu'il est sous forme gazeuse, est-ce qu'il est sous forme liquide. Et ces caractéristiques vont déterminer sa dangerosité. La gravité va être liée également à la voie de pénétration du produit et au mode d'exposition, c'est-à-dire la fréquence d'exposition, la durée d'exposition, la concentration du produit. Et la gravité va tenir compte également de l'état de santé du salarié, est-ce qu'il a déjà une pathologie auparavant, et des autres expositions de la personne concernée, puisque certaines expositions vont être synergiques et donc peuvent majorer la gravité des lésions sur la santé. Sur la diapositive suivante, je reprends les modes de pénétration donc des produits au niveau du corps humain. Donc, soit effectivement la contamination se fait par inhalation, donc par voie respiratoire. Donc, ça va concerner essentiellement les gaz, les fumées, les poussières. La contamination peut se faire également par ingestion-absorption. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ingérer un produit sur un chantier du BTP? Tout simplement, lorsque on a un contact avec les mains et que l'on porte les mains à la bouche, eh bien, on va se contaminer par voie digestive. Donc, ça peut concerner soit les produits chimiques sous forme liquide qui vont être au contact de la main, soit des poussières qui vont venir se coller sur les mains. Et à l'occasion ou de la prise de repas ou des pauses cigarettes, si on ne se lave pas les mains au préalable, on va amener le produit à la bouche et se contaminer de cette façon-là.
La troisième voie de contamination du corps humain peut se faire par voie cutanée directement. Donc là, on va retrouver tout ce qui est produit, donc les produits qui vont pénétrer à travers la peau sont essentiellement des produits qu'on va avoir sous forme liquide. Donc les conséquences peuvent être variables, plus ou moins graves. On va avoir des irritations, des brûlures, des difficultés ou des maladies respiratoires, des allergies, des intoxications plus ou moins graves, mais qui peuvent aller jusqu'au coma et voire dans certains cas jusqu'au décès. On peut également avoir des conséquences à distance, c'est-à-dire que dans les intoxications chroniques dont vous parlait ma collègue tout à l'heure, on va avoir des effets différés sur la santé, c'est-à-dire que l'exposition va se manifester plusieurs années après l'exposition au niveau de la santé. Et là, on va retrouver effectivement tous les cancérogènes et les mutagènes et reprotoxiques. Donc, je refais un petit point sur l'intoxication aiguë. L'intoxication aiguë peut être plus ou moins importante. Elle va se manifester par des formes plus ou moins graves. Et puis l'intoxication chronique, qui, elle, souvent va donner plutôt des pathologies graves à distance. Et donc, il faut être vraiment vigilant sur ce type d'intoxication. Donc, en termes de maladies professionnelles, vous l'avez bien compris que les produits chimiques qui vont porter atteinte à la santé vont faire l'objet de tableaux de maladies professionnelles. Aujourd'hui, il existe 80 tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à des substances produits chimiques. Et parmi ces 80 tableaux de maladies professionnelles, 19 concernent des cancérogènes. Donc c'est quand même une cause importante de maladies professionnelles. L'exposition aux produits chimiques est la deuxième cause de maladie professionnelle après les TMS. Voilà. Donc, sur la diapositive suivante, je ne vais pas le redétailler puisque ma collègue l'a évoqué précédemment. Vous allez retrouver tous les produits dangereux que vous pouvez rencontrer sur des chantiers, donc des peintures, des colles, des solvants, des décapants, des carburants. Mais également des produits chimiques qui vont être issus de l'activité de travail, comme les poussières, donc poussière de bois, poussière de plomb, poussière de silice, poussière d'amiante, des fumées, donc on l'a vu également tout à l'heure, les fumées de soudage. Les fumées de soudage sont des cancérogènes, des fumées de bitume, les fumées de diesel, voilà, donc ce sont et c'est l'activité de travail qui va générer ces produits chimiques. Donc là, un point de vigilance à avoir aussi sur ces produits chimiques que l'on retrouve dans bon nombre d'activités de la construction, des constructions, de réhabilitation. Voilà, je vais passer la main à ma collègue pour aborder la prévention. Merci beaucoup Isabelle. Donc là, une fois qu'on est d'accord sur le principe de ce qu'est un produit chimique dangereux et qu'on a pu voir que il y avait effectivement des produits mais aussi des tâches émissives, maintenant on va revenir à l'évaluation des risques. D'accord ? L'évaluation de ce risque, donc on dit le risque chimique doit être identifié pour permettre la mise en place d'actions de prévention. Qu'est-ce que vous pensez de la première phase d'identification? C'est quoi la première phase d'identification pour le risque chimique? On part de quoi en fait? Voilà, donc j'attends vos réponses par retour. Alors certains avaient déjà anticipé tout à l'heure quand Isabelle leur a posé, quand le docteur Quadrini a posé la question. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu des retours? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire déjà dans la première phase de l'évaluation des risques pour le risque chimique? On fera un petit retour aussi par rapport aux autres groupes qu'on a eus pour vous dire un petit peu. Alors, on retrouve les fiches de données sécurité. OK, ça permet effectivement d'identifier, d'accord, le produit, tout à fait. Alors, ma collègue me dit que
Pourtant, alors, donc, les fiches de sécurité, donc j'attends encore vos réponses. Hop. Ah, j'en ai pas d'autres, a priori. Encore les FDS, ok, d'accord. Bon, effectivement, donc, en termes d'évaluation des risques, déjà la première étape, ça va être de mettre en place un inventaire, d'accord, un inventaire strict, parce que vous allez voir que d'inventorier tous les produits dangereux, ça prend du temps. On va dire que c'est la première partie qui est la plus chronophage, finalement, parce qu'on se retrouve avec une multitude de produits qu'on sous-estime généralement, qui peuvent aller des produits qui sont, comment dire, qui sont corrosifs, d'autres produits qui sont inflammables. Je vous rappelle quand même que pour l'utilisateur, la première des choses quand il prend un produit avant de l'utiliser, c'est de regarder l'étiquette. Sur l'étiquette, vous avez un certain nombre d'informations. Et sur ces informations, vous allez voir des pictogrammes qui vont vous renseigner déjà un petit peu sur les principaux dangers de ce produit. Là, par exemple, sur le contenant qu'on a à l'écran, vous avez un produit inflammable et vous avez un produit qui est corrosif. Donc, effectivement, on pourra mettre en place des mesures en adéquation avec l'utilisation de ce produit. Donc, très important ce qu'il y a sur les étiquettes. Ensuite, les étiquettes à elles seules ne contiennent pas, vu leur dimension, ne peuvent pas contenir l'intégralité des données dont on a besoin pour manipuler, pour stocker le produit. Donc, pour compléter ce qu'il y a sur les étiquettes, on va avoir les fiches de données sécurité. Donc, vous voyez, c'est ce que vous m'avez répondu en grande majorité, d'ailleurs. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres. Voilà. Donc, effectivement, c'est un bon moyen, la fiche de données sécurité. Pourquoi? Parce que cette fiche de données sécurité, elle comprend 16 rubriques. Que dans ces rubriques, on retrouve ce qu'on retrouve sur les étiquettes, les risques, d'accord? On retrouve les pictogrammes, mais surtout, on retrouve les équipements de protection collective et individuelle à mettre en œuvre, les consignes en cas de déversement accidentel, les consignes à respecter pour la manipulation et aussi le traitement des déchets. Donc, vous voyez que ça a un spectre beaucoup plus large que l'étiquette à proprement parler. Donc, ces fiches de données sécurité, vous pouvez les retrouver alors sur la plateforme, par exemple, Quick FDS, dont Rebecca va vous mettre le lien sur le fil de conversation. C'est une plateforme qui contient les FDS de 500 fabricants, d'accord, puisque les FDS sont à la charge des fabricants des produits. Maintenant, quand vous allez chez un distributeur, il se doit de joindre au produit les fiches de données sécurité. D'accord. Ce qui est bien sur Quick FDS, c'est qu'on a les dernières fiches de données sécurité mises à jour par les fabricants, parce que ces fiches évoluent en fonction de la formulation qu'on peut avoir du produit. Quoi vous dire d'autre sur les FDS? Alors, ça on l'a vu. FDS. Donc en fait, effectivement, c'est un premier palier, l'étiquetage et fiches de données sécurité, ça vous donne à eux seuls déjà beaucoup d'informations sur les produits dangereux. Cela dit, il n'y a pas que les produits dangereux. Pour le risque chimique, il va falloir aussi identifier l'intégralité des situations à risque. C'est ce qu'on appelle les tâches émissives. Donc les tâches émissives, par exemple, pour la poussière, ça peut être de la démolition, de la déconstruction, de la rénovation. Ça peut être des poussières aussi générées par les découpes, par exemple, de plaques de placo, comme on le voit souvent en seconde œuvre. Ça peut être des poussières de soudage dans les ateliers de serrurerie et chez les métalliers. On peut avoir aussi des poussières, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais des poussières de bois, dans les ateliers où on va confectionner des pièces comme des persiennes, des volets, etc. Et également, on va se retrouver avec des tâches émissives pour les fumées. Alors les principales fumées, ça va être des fumées de soudure, mais pas que, on va avoir les fumées aussi, souvent on n'y pense pas, mais tout ce qui est gaz d'échappement, finalement, par exemple, quand on travaille à proximité d'un compresseur, surtout quand on est dans un lieu clos et pas ventilé, avec tous les risques que ça peut générer. Pour continuer, donc je vais encore vous solliciter. Donc une fois qu'on a identifié effectivement ces risques, à l'aide de l'étiquetage, des FDS, et qu'on a identifié les tâches émissives. Il y a des actions de prévention adaptées, souvenez-vous, on est dans la roue de l'amélioration continue, qui doivent être mises en place. Est-ce que vous pourriez nous citer, en quelques mots, même en un mot, une des actions de prévention qui a été mise en place dans votre entreprise concernant le risque chimique?
Donc, je répète, est-ce que vous pourriez nous citer une action, ou plusieurs d'ailleurs, hein, pourquoi pas, de prévention concernant le risque chimique? Alors, pendant ce temps, on attend un petit peu. Donc, on verra hein, que les actions de prévention ne manquent pas. Hein. Il y a des actions de prévention, il y a des actions de protection donc, qui vont contribuer effectivement à maîtriser, entre guillemets, ce risque, hein, puisque c'est le but aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour le moment, pas encore de retour. Donc, savoir quel type d'action possible hein, on peut mettre en œuvre pour justement maîtriser ce risque. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, j'ai des EPI, j'ai des masques, des gants. Alors, on va commencer masques, gants. Donc là, je suis dans la partie EPI. Donc, effectivement, la partie EPI va se retrouver dans le volet technique, hein, au même titre que les machines, au même titre que le captage, au même titre, voilà. Hein, voilà, ce côté-là, OK. Ensuite, on va avoir, donc là encore masque, lunettes de sécu, gants, d'accord. On va avoir des consignes. Les consignes, par exemple, pour le transvasement hein, d'un produit, d'un contenant à l'autre. Donc là, on sera dans la partie humaine, hein, puisqu'on sera dans la partie sensibilisation, consignes à respecter. Donc, faire passer ces consignes, c'est de la sensibilisation. Alors, ensuite, sensibilisation, on va avoir aussi de la formation. Donc là aussi, dans le volet humain. Remplacer les produits CMR. Donc là, on est dans l'organisation. Donc on est en amont, hein, dans la phase organisationnelle, effectivement. Comment on va organiser au niveau de la prévention sur les chantiers et dans les ateliers et dans les dépôts ce risque? Eh bien, effectivement, la substitution est une des solutions à chaque fois que c'est possible techniquement, bien entendu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des cabines laboratoires de préparation de produits de vernis. Donc des cabines effectivement qui sont des locaux spécifiques pour tout ce qui est avec des produits dangereux, hein, pour du CMR. Donc effectivement là, ça sera dans la partie technique. Lors de la préparation de chantier, nous listons toutes les mesures de protection à mettre en œuvre. D'accord. Donc là, on sera dans la partie plus technique encore. C'est bien parce que finalement, on n'a pas que les EPI. Souvent, on a la première réponse qui revient, qui est assez récurrente, c'est les EPI, qui font partie effectivement hein, des mesures de protection que l'on retrouve dans la technique, mais quand même ce qui permet de mettre en place une maîtrise du risque chimique, finalement, c'est les trois aspects, qui est l'aspect organisationnel, d'accord, qu'on va développer, l'aspect technique et ensuite l'aspect humain. Donc c'est sur ces trois parties que je vous propose de développer les diapositives suivantes. Je regarde juste causerie, voilà, on retrouve la sensibilisation et les cabines de peinture, donc l'innovation aussi au niveau des achats. Donc, prévenir le risque en adaptant son organisation. Donc, c'est très important. C'est un des piliers à l'organisation en termes déjà de gestion des flux de produits. C'est-à-dire que les flux de produits, le dernier entrée de produit sera mis derrière pour qu'on puisse déjà écouler pour le même produit les produits qui sont un petit peu plus anciens. D'accord ? Ça permet de faire tourner les produits dans le stock. D'accord ? Et ça évite effectivement les fonds de produits qui restent en fond d'armoire pendant des années. Et c'est beaucoup plus difficile après de faire un inventaire avec tous ces fonds de produits en se disant bon, ça pouvait servir, mais finalement on les a laissés là et ça a croupi. Donc ça a servi à rien. Non seulement ça sert à rien parce qu'on ne peut pas les utiliser, ça prend de la place dans le stock et ensuite ça a un coût en plus. Alors, proscrire les achats sauvages. Donc, dans l'organisation, il faut bien se dire que les achats, ils doivent être organisés. Il doit y avoir une filière pour acheter. Pourquoi? Ça évite qu'on se retrouve sur des chantiers, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, avec des produits qui n'étaient absolument pas identifiés dans l'évaluation du risque chimique. D'accord, avec des mastiques, etc. Les utilisateurs n'avaient aucune connaissance du risque et de la dangerosité des produits qu'ils utilisaient. Je pense à un cas où j'avais un collaborateur qui utilisait du mastic
Et quand je lui ai demandé s'il connaissait un petit peu à main nue, hein, bien entendu, sans masque ni rien, et il me dit, ben non, en fait, c'est un produit que j'utilise à la maison. En fait, j'ai ramené de la maison, donc c'est même pas un achat sauvage, hein, c'est quelque chose qu'on ramène de chez soi. Et il me dit, mais puisque j'utilise à la maison, c'est pas dangereux. Sauf que je lui ai montré l'étiquette, et sur l'étiquette, on avait bien le corps qui implose. Hein, ce produit était bien CMR, donc cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction, et il n'avait aucune idée de la dangerosité du produit. Donc, il faut absolument proscrire les achats sauvages. Ils doivent être intégrés dans une démarche d'organisation des achats, hein, et qui ne permettent pas justement d'acheter sans qu'on puisse identifier le produit et qu'on puisse l'analyser pour l'évaluer. Ensuite, limiter les quantités, vous avez compris, hein, au moins on a de quantité, au plus proche on a besoin de quantité, au mieux c'est. Hein, ça évite d'avoir des stocks où on n'a plus de place finalement et où il y a des risques autres qui viennent se greffer. Et à chaque fois qu'on peut, et là on l'avait dans les retours qu'on a eu des participants, c'est substituer à chaque fois que possible, hein, surtout au niveau des agents cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, quand c'est techniquement possible. Donc on a vu ces dernières années, hein, par exemple, moi je travaillais dans une entreprise qui dégraissait ses pièces mécaniques et ça a été long de trouver un produit qui substituait au dégraissant. Hein, on a essayé plusieurs types de fontaines, entre autres bactériologiques, hein, pour essayer de trouver le juste milieu pour arriver à un résultat quantitatif et qualitatif satisfaisant. Mais en fait, ça se fait de plus en plus. Donc n'hésitez pas, à chaque fois que nécessaire, à poser la question à vos fournisseurs, savoir s'il n'existe pas des produits de substitution. Ensuite, donc on est toujours dans le volet organisation, donc organiser le stockage des produits dangereux. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, hein, tenir un inventaire à jour. L'autre jour, pour retour d'expérience, on a eu une personne qui avait plus de 200 produits. Ça change des personnes qui nous répondent « Ah ben non, on n'a quasiment pas de produits, nous sur chantier, ni en dépôt ». On voit que ça peut varier d'une activité à l'autre, mais que dans toutes les activités du BTP, on retrouve bien entendu des agents chimiques dangereux, des produits chimiques dangereux avec des pictogrammes. Éliminer directement les produits périmés. Un produit éliminer, ça prend de la place, ça encombre les zones de stockage. Vous risquez de faire des chutes de plein pied, hein, sans parler du risque chimique. Il peut y avoir des déversements accidentels de produits. Et surtout, veillez aussi à passer les consignes, hein, à vos salariés pour justement que ces produits soient éliminés au fur et à mesure. Ensuite, on va parler de la sécurisation du transport des produits dangereux. Alors ça, c'est très important. C'est de réfléchir à l'aménagement des véhicules. D'accord, il n'y a rien de pire que les produits posés en vrac, hein, comme on le voit souvent quand on ouvre les camions, etc. Et on se retrouve avec des produits qui sont à même le sol et qui seraient susceptibles en fait de s'entrechoquer lors d'une secousse ou s'ouvrir et se mélanger et peut-être même en fonction de la compatibilité chimique de créer une réaction chimique et pouvoir porter atteinte à votre santé quand vous ouvrez les portes. Donc l'aménagement des véhicules se fait soit par des professionnels, soit se fait au niveau du constructeur quand vous achetez vos véhicules. Ça permet aussi d'avoir, sinon, si ce n'est pas aménagé, de mettre en place des bacs de rétention, au moins avec des sangles pour pouvoir maintenir les produits. Aussi se renseigner sur la compatibilité des produits que l'on transporte. Donc il existe par l'INRS un tableau de compatibilité, hein, qui permet en fonction des pictogrammes de définir si un produit est compatible ou pas. Donc s'il ne l'est pas, il ne sera ni stocké avec les autres produits, ni transporté avec les autres produits. Et j'attire aussi votre attention sur le transport de matières dangereuses, produits dangereux. Arrivé à une certaine quantité, en fait, on change de réglementation pour le transport et on passe au transport de matières dangereuses, d'accord, qui est beaucoup plus strict et beaucoup contraignant. Donc, c'est bien de vous assurer avant de charger vos véhicules de la charge maxi de produits que vous pouvez mettre à l'intérieur du véhicule.
Alors, ensuite, donc on est toujours dans l'organisationnel, donc aussi fournir des modes opératoires détaillés. Effectivement, sur le chantier, avant, même dans les ateliers d'ailleurs, avant de démarrer une activité, etc. C'est vrai que souvent sur les chantiers, on a un petit point avec l'ensemble des salariés. Le mode opératoire, il doit être communiqué à ces salariés en leur expliquant les mesures. D'ailleurs, c'est ce que vous m'aviez dit, les mesures que vous avez mis en place de prévention, les consignes qui sont à suivre, les équipements de protection collective et individuelle, quant à l'utilisation, la bonne utilisation du produit. Donc ça, c'est important. Limitation du temps de travail au poste exposé. Donc là, on va être plutôt dans des cas de figure bien spécifiques que vont être, par exemple, l'amiante ou le plomb, ou par le port de protection respiratoire et par les contraintes liées à ce port, il y a des temps de plongée, entre guillemets, qui sont limités, les temps de travail qui sont limités. La gestion des déchets. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le déchet, c'est un sous-produit, c'est un produit qui est destiné à être éliminé et qui lui aussi est un produit chimique, d'accord? Et un produit chimique qui peut être dangereux. Donc, ne sous-estimez pas la dangerosité du déchet en vous disant qu'un déchet, il va falloir le qualifier, ce déchet, voir si c'est un déchet dangereux et il y aura une filière, effectivement, d'élimination qui sera spécifique et vous devrez fournir aux transporteurs un bordereau de suivi de déchets dangereux. Il sera éliminé dans une filière bien spécifique. Donc ça aussi, c'est important. Alors, maintenant, on arrive aux moyens techniques. Donc, les moyens techniques, là, on vous donne plusieurs types de solutions qu'on a rencontrées sur les chantiers, effectivement, et qui permettent de se protéger du risque chimique. Donc, je vais vous en développer quelques-uns. Donc, mettre à disposition, si on a des peintres, si ça peut intéresser, des opérateurs des stations de nettoyage de pinceaux. Donc, par exemple, là, dernièrement, j'étais sur le CFA d'Arles et ils avaient acheté justement 2 stations de nettoyage pour les pinceaux, pour les apprentis et pour le formateur. Alors, je vais commencer par le gain de temps, déjà, et par la qualité, en fait, de nettoyage induite par ces stations de nettoyage. Parce que franchement, c'est ce qui est ressorti en premier, avant même la maîtrise, entre guillemets, du risque chimique, qui est réel, puisque c'est compartimenté, et ça évite d'avoir effectivement des projections ou des inhalations de produits. D'accord ? Ce qui est intéressant aussi dans ces stations de nettoyage, c'est qu'au lieu de faire partir les eaux de lessivage dans le tout à l'égout, entre guillemets, en fait, on les récolte et on les gère comme des déchets dangereux. Mais en fait, le gain, c'est le gain de temps, d'accord, et la praticité et la qualité du rendu des stations de nettoyage. Ensuite, les malaxeurs électriques, ça, c'est vrai qu'on en a de plus en plus sur les chantiers, et tant mieux, parce que effectivement, malaxer à la main, ça induit que souvent, on a des poussières en suspension que vous pouvez inhaler, et c'est pour ça qu'il y a un risque chimique d'ailleurs, auquel on ne pense pas forcément. Ensuite, on a les postes de nettoyage des outils de maçonnerie. Alors là, je vais demander à Rebecca si elle les trouve. C'est une solution qui est sur prévention BTP, qui s'appelle le poste de lavage maçon, d'accord, qui est une unité qui permet effectivement de nettoyer facilement les outils au fur et à mesure. Et donc, c'est pareil, c'est un gain. Non seulement ça fait partie des moyens techniques adaptés, mais en plus, c'est un gain en termes de temps. Enfin, bon, et ça c'est plus classique, les aspirations des poussières à la source, donc ça peut être soit sur les machines-outils, par exemple sur des ponceuses, soit effectivement aussi sur des poussières à la source sur des équipements qu'on retrouve dans les ateliers, par exemple, qui sont fixes. Donc on continue dans la technique. Donc on voit qu'on peut effectivement mécaniser ou automatiser des procédés. C'est le cas, moi je viens de la démolition et c'est ce qu'on faisait en démolition. On essayait de privilégier notamment l'utilisation de petits engins télécommandés, qu'on appelle des brocs, qui permettaient effectivement de mécaniser des procédés sans que les opérateurs soient directement impactés d'ailleurs pas que par le risque chimique, aussi par le risque lié à toutes les opérations de démolition. Donc ça, il faut savoir que ça existe. On a en moyenne technique aussi l'isolation des zones de travail polluées. Donc ça, c'est plus spécifique effectivement
Alors, j'allais dire ozone pour les travaux amiante et plomb, mais pas que. L'isolation des zones de travail polluées, ça peut être aussi vos cabines de peinture. D'accord, ça peut être aussi des cabines où on va faire du grenaillage aussi. Je pense notamment à ça en échangeant. Réduire les émissions va être plutôt sur, par exemple, le rabattage des poussières sur les chantiers. Parce que on sait que les poussières sur chantier, on les inhale forcément, surtout nous dans la région PACA où on a de forts Mistral et on est en été, c'est vrai que les opérateurs sont très soumis justement à ces poussières. Les captages des polluants à la source, je ne reviendrai pas dessus puisqu'on en a déjà parlé. L'assainissement et la ventilation, effectivement, c'est pour donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les locaux à pollution spécifique. Donc ces locaux qui peuvent être des cabines de peinture, des cabines de grenaillage, des cabines de soudure, effectivement, elles ont un suivi. C'est ce qu'on appelle le dossier d'installation. Donc, on a des contrôles par des organismes qui sont agréés, qui viennent contrôler périodiquement ces installations à tous les niveaux, que ce soit l'aérolique, que ce soit l'état des flexibles, enfin voilà, tout ce qu'on peut retrouver. Et donc ces données sont à conserver obligatoirement dans le dossier d'installation. Si pendant aussi il existe des mesurages d'empoussièrement, si lors de soit la mesure d'empoussièrement, soit l'inspection, on retrouve des anomalies, des dysfonctionnements, des réserves, à ce moment-là, l'employeur se doit de mettre en priorité des actions correctives. Voilà. Donc, je pense avoir été exhaustive. Alors, je regarde juste. Voilà. Ensuite, les protections individuelles. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que les protections individuelles, c'est le dernier rempart quand même des opérateurs, après les protections collectives, après l'organisation, etc. C'est ce qu'on a vu tout avant. Malgré tout, ça reste quand même très important. Au niveau des mains, il faut savoir que les mains sont touchées par un tiers des accidents au niveau contact avec les produits chimiques. Donc, au niveau des mains, il faut envisager effectivement des gants qui soient adaptés, bien entendu, aux tâches qui ont été identifiées dans la première partie qu'on a vue après l'inventaire. Pour les mains aussi, je me retrouve trop souvent sur des chantiers ou avec des gants qui servent à tout. Non, en fait, les gants, ils ne servent pas à tout. Les gants, ils ont une... Alors, c'est pour la praticité. Souvent, on me dit, ouais, mais bon, à chaque fois, il faut changer de gants. Oui, certes, mais un gant de manutention en cuir, c'est un gant de manutention en cuir. Et un gant où je vais appliquer des produits d'étanchéité ou des solvants vont être beaucoup plus résistants, ils vont être tout à fait adaptés. Alors que le gant en cuir ne le sera pas. Pareil, quand on gâche d'ailleurs du ciment, ça va être... du béton, pardon. Ça va être exactement la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est quand même placer vos salariés au cœur des choix des EPI, soit via le CSE, d'accord, le comité social et économique, qui lui a on va dire, une action en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour améliorer les conditions de travail, donc ça fait partie de leur mission, soit directement faire des tests auprès de salariés avec un échantillonnage et tenir compte de leur retour d'expérience pour pouvoir acheter du matériel qui corresponde à leurs activités. L'appareil respiratoire. Donc l'appareil respiratoire, pareil, notre système respiratoire est très sensible à tout ce qui est inhalation, que ce soit les poussières, les solvants, etc. Donc par contre, les protections respiratoires, elles vont être réellement dédiées à deux types d'activités. Des activités de courte durée, ça peut être juste un transvasement, etc., ou lors d'un déversement accidentel, ou alors elles vont être encadrées, comme c'est le cas dans les travaux de désamiantage, par exemple, où il va y avoir réellement une formation au port de ces EPI et des temps bien encadrés par la réglementation. Là, bien entendu, au niveau des appareils respiratoires, comme d'ailleurs pour tout le reste, ça doit être adapté à la morphologie des salariés, sinon, de toute façon, ça ne sera pas efficace. Pour ce qui est protection des yeux, donc les protections des yeux, on voit qu'il existe plusieurs types de protection. Ça peut être des lunettes simples, ça peut être des lunettes étanches avec des protections latérales, et enfin on peut avoir carrément des écrans. C'est le cas par exemple pour ceux qui font du soudage, qui peuvent avoir un écran
totale. Donc ça doit être adapté aussi bien entendu à la vision. Donc ça, après, on laisse les médecins, on laisse revenir vers les services de santé au travail lors des visites pour pouvoir faire remonter ces problématiques liées aux yeux. Concernant la peau, ce qui va se passer, on va avoir des vêtements de travail. Souvent, pour protéger, on va mettre suivant pour les travaux salissants, on aura tendance à mettre des surcombinaisons jetables. Donc, ces surcombinaisons jetables, elles sont pratiques. Par contre, au niveau des vêtements de travail, on verra plus tard qu'en termes d'hygiène, c'est très important de se changer. On verra pour les raisons pour lesquelles on se change. J'attire votre attention sur le fait aussi que les vêtements de travail, leur entretien est à la charge de l'employeur. Par contre, les équipements de protection individuelle, d'accord, une fois que les compagnons ont été sensibilisés à l'utilisation des EPI et à leurs entretiens, ça sera à eux d'entretenir leur EPI. Je pense notamment aux appareils respiratoires. Pour faire encore une aparté sur les appareils respiratoires, n'oubliez pas qu'un simple masque chirurgical ne remplacera pas, par exemple, dans le cas de découpe, par exemple, de placo, un masque FFP3. D'accord, on le voit de plus en plus sur les chantiers, en voulant se protéger du Covid, en se disant tiens, je mets mon masque. En fait, l'un ne remplace pas l'autre. Il faut vraiment mettre son masque FFP3 qui protège et de la Covid, mais aussi des poussières. Alors, pour l'hygiène, bien entendu, donc pour l'amiante et le plomb, effectivement, il y a des conditions très strictes en matière d'hygiène pour lutter contre le risque chimique. L'important aussi, c'est de mettre en avant les cantonnements et la base de vie. On doit avoir effectivement accès à l'eau courante. On doit pouvoir, quand c'est pas possible, avoir des citernes qui permettent de se nettoyer. On doit pouvoir aussi, les salariés doivent pouvoir se changer. Pourquoi? Parce que sinon, quand ils vont rentrer dans leur véhicule, ils vont contaminer les véhicules et ils vont contaminer indirectement leur famille. Donc ça aussi, c'est quand même pas négligeable. En termes donc l'eau sur les chantiers, hop. Pour les chantiers inférieurs à 4 mois, il existe des installations, des véhicules qui peuvent être aménagés. Il faut savoir que suivant les régions, ces véhicules aménagés, ces roulottes aménagées peuvent être financées par des subventions. Peut-être que Christelle pourra après nous en parler un petit peu plus. Donc voilà, il n'y a pas de, entre guillemets, c'est une obligation pour les salariés et pour leur famille, parce qu'on peut contaminer en dehors des situations de travail. Enfin, on reste sur l'humain, d'accord? Et là, on part sur la partie information-sensibilisation. Donc l'affichage, effectivement, l'affichage, que ce soit l'affichage obligatoire ou l'affichage dans les baraquements ou l'affichage dans les camions, dans les véhicules, sont importants. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des échanges réguliers avec les salariés. Alors souvent, ils portent le nom de quart d'heure sécurité, minute prévention, etc. Sensibilisation, peu importe, elle peut se faire de manière formelle, mais tout autant autour d'un café ou d'un moment de prise au poste qui va permettre de donner les bonnes consignes aux salariés et s'assurer qu'ils les ont bien comprises surtout. Voilà, ça va être ça. L'information aussi passe au niveau des notices de poste. Alors une notice de poste, c'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple à côté de certaines machines-outils, où on va retrouver les principaux dangers et les mesures de protection et les mesures de prévention à mettre en œuvre quand on va sur ce poste de travail. Enfin, et je terminerai là-dessus pour ma partie, les formations obligatoires. Bon, vous savez que souvent, si vous êtes sous section 3 ou sous section 4 ou plomb, vous êtes soumis à une obligation réglementaire de formation bien spécifique et un suivi aussi spécifique des services de santé au travail. À qui je vais passer la parole. Isabelle? Oui, je prends la main. Voilà, donc comme le disait Sophie, tous les salariés exposés à des risques chimiques bénéficient d'un suivi individuel en santé au travail qui peut se décliner de deux façons possibles. Soit le salarié est exposé à des produits qui ne sont pas des CMR et à ce moment-là, il va bénéficier d'un ce qu'on appelle un suivi individuel général qui comprend à l'embauche une visite d'information et de prévention
qui peut être effectué par un professionnel de santé. Donc derrière le professionnel de santé, il faut entendre infirmière, médecin collaborateur interne ou médecin du travail. Et il bénéficiera tout au long de son parcours professionnel, s'il reste en suivi individuel général, d'une visite d'information et de prévention périodique qui est espacée au maximum de 5 ans. Pour les salariés qui sont exposés à des produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, les salariés vont bénéficier de ce que l'on appelle un suivi médical renforcé. Ce suivi médical renforcé comprend à l'embauche un examen médical d'embauche d'aptitude qui ne peut être réalisé que par le médecin du travail et qui doit avoir lieu avant l'affectation au poste. Et puis, il bénéficiera d'un suivi périodique avec un examen médical d'aptitude tous les 4 ans, sous réserve de mettre en place une visite intermédiaire faite par un professionnel de santé. Donc, les objectifs de ces visites d'information et de prévention et de ces examens médicaux d'aptitude sont d'avoir un recueil d'informations déjà sur la santé du salarié pour voir s'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'état de santé du salarié et l'exposition aux produits chimiques. Également, ce suivi va avoir pour objectif de donner de l'information aux salariés sur les produits qu'il utilise, les conditions d'exposition auxquelles il peut être soumis et les moyens de prévention à mettre en œuvre et les moyens de protection qu'il doit absolument mettre en place. Le troisième objectif de ce suivi est bien sûr de pouvoir tracer les expositions aux produits, quand il y a soit parce qu'il y a eu des expositions accidentelles, soit tout simplement parce que l'exposition fait partie de l'activité de travail et donc on va la tracer dans le dossier pour, en particulier les CMR, pouvoir ouvrir droit à la maladie professionnelle si 20 ans ou 30 ans après survient un problème de santé. Sur la diapositive suivante, je vous ferai un petit rappel sur la crise sanitaire qui nous touche et sur la nécessité de maintenir la vigilance et dans la stratégie tester, alerter, protéger au niveau des entreprises. Et là, je voudrais faire un petit tour de table avec vous pour savoir où vous en êtes, vous, par rapport à cette crise sanitaire. Est-ce que vous avez été concerné par des cas contacts et qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de vos entreprises pour limiter la propagation de ce virus ? D'accord, donc là, je vois qu'il y a beaucoup de cas contacts. OK, donc on va... si vous avez des questions sur les cas contacts, on pourra les aborder en fin de présentation. Donc là, le guide de préconisation, effectivement, c'est un bon outil sur lequel vous pouvez vous appuyer pour maintenir l'activité de vos entreprises en protégeant à la fois vos salariés et les clients chez lesquels vous pourriez intervenir. Et les gestes protecteurs, d'accord. Donc, je suppose que ce sont les gestes barrières qui sont mis en place. D'accord. Donc,
il faut vraiment garder la vigilance, garder la vigilance par rapport à tous ces gestes barrières, effectivement. Et si l'on s'appuie sur le guide de préconisation, on va le voir sur la diapositive suivante, vous pouvez, il est recommandé que vous nommiez un référent Covid dans votre entreprise. Alors ce référent Covid, ça peut être l'employeur, hein, si on est sur une TPE, PME, ça peut être aussi un encadrant, ça peut être un salarié sensibilisé à la prévention, ou ça peut être aussi un salarié volontaire auquel il faudra effectivement apporter une formation pour qu'il puisse prendre pleinement ses fonctions de référent Covid. Ces missions à ce référent Covid, elles vont être multiples. La première de ces missions va être la mise à jour du document unique, puisqu'il va falloir que l'employeur mène des actions de prévention complémentaires par rapport à la Covid et qu'il les trace dans son document unique d'évaluation des risques. La deuxième mission du référent Covid va être de veiller à l'approvisionnement et au respect à l'approvisionnement des masques chirurgicaux que vous allez pouvoir mettre à disposition, mais aussi du gel hydroalcoolique, des sprays désinfectants. Et l'une de ces missions peut être également de s'assurer que les gestes barrières sont bien respectés au sein de l'entreprise, que les masques sont bien portés. Je ferai une petite aparté sur les masques. Je recommande prioritairement l'utilisation de masques jetables, hein, puisque les masques tissus de catégorie 1, nous on le voit en consultation, les salariés se présentent avec des masques qui sont sales, donc manifestement pas changés toutes les 4 heures, manifestement pas lavés quotidiennement, et donc du coup ces masques tissus catégorie 1, ils perdent toute leur efficacité si effectivement ils sont pas entretenus régulièrement. Donc, je vous incite fortement à prioriser plutôt les masques chirurgicaux, là aussi en veillant à ce qu'ils soient régulièrement changés, idéalement toutes les 4 heures. Voilà. Donc, ce référent Covid, il va également avoir pour mission de mettre en place au sein de votre entreprise les actions de prévention par rapport à la Covid. Donc là, plus des actions au niveau organisationnel, comme on va le voir sur la diapo suivante. Et ces actions organisationnelles, elles peuvent se décliner soit au niveau des circulations, hein, donc c'est les heures d'arrivée et de départ des salariés au sein de l'entreprise, essayer d'étaler un petit peu l'arrivée des salariés pour qu'ils ne se retrouvent pas tous en même temps au même endroit. Ça peut être organiser le flux et également des salariés au niveau des vestiaires, au niveau des réfectoires, hein, puisque c'est encore des points un peu noirs et où les salariés peuvent se contaminer assez régulièrement. Organiser aussi la circulation dans le sens véhicule. Donc voilà, le covoiturage peut être utilisé, mais bon, sous certaines réserves, donc pas plus de 2 personnes dans les véhicules, port du masque systématique. Donc moi j'ai encore vu ce matin voilà, des salariés à 2 dans les véhicules, il y en a un qui fume, donc forcément pour fumer, il enlève son masque. Et donc là, voilà, double problème, le problème du tabac dans les véhicules et le problème effectivement du port du masque dans les véhicules. Donc voilà, donc ça peut être une des missions du référent Covid par rapport à la circulation. Il peut également réguler la coactivité, donc faire en sorte que voilà, il n'y ait pas trop de personnes, pas trop de coactivité au même moment sur les chantiers. Sur les chantiers, vérifier également que lorsque la distance la distanciation sociale ne peut être respectée, et aujourd'hui elle est portée à 2 mètres. Donc quand cette distance n'est pas respectée, veillez à ce que le masque soit effectif, lui, pour le coup. Il peut également gérer les règles d'utilisation au niveau de la base vie, en particulier au niveau des réfectoires.
Donc, s'assurer qu'il y ait bien une jauge, que la jauge soit bien respectée, que voilà, la ventilation de la base vie est faite correctement, et on parle d'une demi-heure toutes les heures en aération. Veiller également à ce qu'il y ait des produits désinfectants pour nettoyer les surfaces avant et après la prise des repas. Et puis bien sûr, j'insiste, mais c'est essentiel, faire respecter le port du masque et les gestes barrières. Donc au niveau d'hygiène, je vous l'ai déjà dit, donc s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas de rupture de stock au niveau des masques, au niveau du gel, au niveau des sprays. Veiller aussi à ce qu'il y ait des points d'eau avec des savons. Le lavage de mains est essentiel dans le ralentissement de la propagation du virus. Si on est sur des petits chantiers et qu'il n'y a pas de point d'eau, ben, mettre à disposition un bidon d'eau avec du savon. Donc toujours le gel hydroalcoolique ou les lingettes hydroalcooliques. Et sur les chantiers un petit peu plus importants, veiller à ce qu'il y ait un entretien régulier des sanitaires avec des produits adaptés. J'en ai fini avec la prévention Covid sur les chantiers, et donc je vais repasser la main à Christelle qui va vous présenter un petit film sur un exemple d'action de prévention en entreprise. Souvenez-vous, tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé d'évaluation des risques et du choix des mesures de prévention, je vous ai aussi parlé de performance. Donc, avec ce petit film, vous allez pouvoir voir une illustration d'une bonne idée de prévention et également voir les gains constatés par un patron de l'entreprise Moreau à Châteauroux, dans l'Indre. L'entreprise Moreau est spécialisée dans les travaux de peinture. Avant, pour préparer les murs sur les chantiers, nous utilisions des ponceuses électriques standards. Elles étaient bruyantes, lourdes. Cela exposait nos salariés à des risques de TMS et aux poussières. Dans une démarche de prévention, nous avons choisi de nous équiper de ponceuses électriques ergonomiques. Le moteur installé sur l'aspirateur rend la ponceuse plus légère et l'aspiration plus efficace. On peut les utiliser à une seule main. De plus, elles sont moins brillantes et les temps de nettoyage de fin de chantier sont réduits. Ça a été un vrai facteur d'amélioration pour la santé des ouvriers et l'activité de l'entreprise. Et si on regardait la prévention autrement? Ce nouvel outil a amélioré les conditions de travail et réduit de 25% le temps de ponçage et de nettoyage. Il a amélioré l'organisation des chantiers et du même coup la performance économique de l'entreprise. Et oui, parce que la prévention a un impact économique, l'analyse de cette action indique que l'entreprise a réalisé un investissement raisonnable. En revanche, le bilan de cette démarche a comptabilisé des gains d'un rapport bien supérieur. Et quand la prévention profite à l'entreprise, c'est qu'elle profite aux salariés. Je n'avais pas conscience que ces nouveaux outils auraient un impact si positif sur l'entreprise. Après avoir fait le bilan, on peut dire que la prévention, ça rapporte. Choisissez votre action de prévention pour plus de performance sur préventionvtt.fr. Donc voilà un petit exemple d'une démarche qui, sans doute partie des troubles musculo-squelettiques, permet également de gérer une problématique risque chimique avec les poussières, satisfaction client et satisfaction des salariés au poste de travail. Alors pour finir, nous allons vous poser quelques questions pour vérifier ensemble ce que vous avez retenu. Donc je vous propose de lire les questions, vous répondez dans le chat avec le ou les numéros de proposition que vous considérez justes. Alors, quelles sont? Première question.
quelles sont les obligations des fournisseurs de produits chimiques dangereux vis-à-vis des utilisateurs? Aucune. Ils sont exemptés de toute obligation en raison du secret industriel. Petit 2. Ils doivent étiqueter ces produits conformément à la réglementation en vigueur. Petit 3. Ils doivent transmettre aux utilisateurs les fiches de données de sécurité de ces produits conformément à la réglementation en vigueur. Donc, d'après vous, quelles sont ou quelle est la proposition juste? Je surveille le chat. Alors, nous avons une tendance sur 2 et 3. Et vraisemblablement, tout le monde a répondu ces deux réponses. En réalité, il ne fallait répondre que la 3. En fait, les fournisseurs, donc fabricants et importateurs, sont tenus de vous fournir la fiche de données de sécurité. Par contre, pour l'étiquette, seul le fabricant est tenu de la fournir. Donc, ce n'est pas de la responsabilité du fournisseur, au sens distribution du terme. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'auprès de vos fournisseurs, vous pouvez demander les fiches de données de sécurité. S'il y a un souci d'étiquette, il faut vous tourner vers le fabricant. Question numéro 2. Les masques anti-poussière, 1, peuvent se nettoyer, 2, peuvent avoir des fuites, 3, protègent complètement. Donc, d'après vous, donc la tendance semble être sur la 2. Oui, c'est correct. Donc, si le masque anti-poussière est mal positionné, il peut présenter des fuites. D'ailleurs, en dehors des masques jetables, il est recommandé de faire ce qu'on appelle un fit test, c'est-à-dire un test d'étanchéité des appareils de protection respiratoire afin qu'ils correspondent et qu'ils puissent s'ajuster sur le visage de l'utilisateur. Parce que on peut avoir des pommettes saillantes, être plus ou moins maigre ou plus ou moins gros, et avoir des cicatrices, ce qui peuvent présenter des problématiques de fuite. J'attire enfin votre attention concernant les barbus. Quel que soit le type de masque porté, son efficacité est amoindrie sur les barbes, car il y a forcément des fuites. Donc, ainsi pour vous protéger, messieurs, rasez-vous de près, ou alors vous devez utiliser un haume complet qui englobe l'ensemble de la tête. Alors, troisième question. Je n'ai pas la suite du diaporama, voilà. Vos salariés doivent faire l'objet d'un suivi individuel, santé-travail renforcé, lorsqu'ils réalisent des travaux susceptibles de les exposer à des poussières contenant de l'amiante. D'après vous, c'est vrai ou c'est faux? Alors, d'après vous, c'est vrai, tout à fait. Le docteur Quadrini a bien insisté sur ce fait. Donc, le suivi est renforcé pour l'ensemble des salariés qui sont exposés en fait à des cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, dont l'amiante. Et les examens médicaux seront définis par votre médecin du travail. Alors, une petite dernière. Du fait de la pandémie du Covid-19, le port du masque dans les véhicules est obligatoire dans tous les cas de figure, uniquement pour les personnes assises à moins d'1 mètre les unes des autres, pour le chauffeur uniquement, pour toutes les personnes présentes à bord si le chauffeur n'est pas l'unique passager. Donc, choisissez entre 1, 2, 3 et 4.
Oui, parfait. C'était bien la proposition numéro 4 qu'il fallait retenir. Conformément au guide de préconisation mis à jour par l'OPPBTP, la présence de plusieurs salariés dans un même véhicule, le covoiturage, il est toléré uniquement à condition du port effectif des masques par chacun. Bon, bah, pour conclure, je vais passer la main à Sophie. Merci beaucoup, Christelle. Donc, pour finir, effectivement, ce webinaire, on va vous demander de donner votre avis. Donc, Rebecca va mettre en ligne, et là, doit être en train dans le fil de discussion, le questionnaire de satisfaction. N'oubliez pas dans ce questionnaire de satisfaction de renseigner le mot-clé qui est apparu à plusieurs reprises dans l'encadré doré, parce qu'il permet de valider et puis pour montrer aussi que voilà, ça a été quelque chose qui a été soutenu dans le rythme par rapport à la présentation. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les formuler, c'est le moment aussi. Par contre, j'attire votre attention juste sur le fait qu'une fois qu'on aura clôturé la session, vous ne pourrez plus répondre au questionnaire de satisfaction. D'accord? Le lien sera pas maintenu. Donc, il est important de nous faire savoir quand vous avez répondu en nous disant OK questionnaire et dans le fil. Alors, je crois qu'il y en avait des questions. On remonte le fil. Je me souviens qu'il y avait une question sur le savon. Exact. Tout à fait. Est-ce que c'est un produit chimique? Alors oui, le savon est un produit chimique. Simplement, il ne sera pas étiqueté parce qu'il fait partie des cosmétiques et les cosmétiques ne sont pas étiquetés, bien que ce soit tous des produits chimiques. Donc, il faut être aussi vigilant dans ses choix d'achat par rapport à ce type de produits. Alors, j'ai une info, là, Christelle, il y a certaines personnes qui n'ont pas vu le mot caché. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redérouler à l'envers, on va dire, le support. Et donc, je vais vous demander d'être très attentif. Alors, je vous répète que le mot-clé, en fait, c'est un mot caché. Enfin, caché, pas tant que ça, en fait. Vous allez le voir directement. Il est encadré. Il est en doré et encadré. Donc, il va passer dans les prochaines diapos, d'ailleurs, que je vais vous passer. Donc, soyez bien attentifs. Je vais vous les repasser doucement. Donc là, il est déjà passé une fois. Je ne sais plus à quel endroit il est. Enfin bref, je repasse une fois comme ça. Donc le mot caché, encadré, doré. Regardez bien les écrans. Voilà. Je ne peux pas mieux faire, je pense. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors ça, je pose la question à Rebecca, qui est notre lien direct avec les participants. Est-ce que tout le monde a pu bien identifier ce mot-clé? Voilà, ça vous permet effectivement de valider votre questionnaire. Est-ce que, Christelle, il y avait d'autres questions? Du coup, je n'ai pas pu remonter le fil. Je crois qu'il y avait aussi une question concernant les déchets. Donc, la question, c'était, alors je ne la retrouve plus, mais comment évaluer la dangerosité des déchets et quelle quantité? Voilà. D'accord. Je crois que le docteur Quadrini avait une réponse pour ça, pour les déchets. Oui, alors pour la dangerosité des déchets, je pense que si le produit chimique utilisé n'a pas été transformé lors de l'activité de travail, eh bien la dangerosité du produit va être la même que le produit utilisé de départ. S'il y a eu des transformations, il faudrait regarder la composition du déchet et se référer au fiche toxicologique de l'INRS. Mais ça, votre service de santé au travail peut vous accompagner là-dessus. Et puis après, il y a des produits chimiques dont la toxicité est évidente et dont les déchets vont, comme l'amiante, le plomb, les solvants et choses comme ça. Après, je ne comprends pas la question, quelle quantité?
un produit, il est dangereux de par sa nature, donc indépendamment de la quantité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des... Si vous prenez quelques gouttes d'acide dans l'œil, la dangerosité, elle est aussi importante que si... c'est sûr que si plus il va y avoir de produits, plus c'est dangereux, mais c'est pas la quantité qui définit la dangerosité d'un produit ou d'un déchet. Je sais pas si j'ai répondu. C'est très clair. Si vous avez des éléments pour compléter. Déjà, on va voir si Rebecca a des retours par rapport au remplissage des questionnaires de satisfaction. Si vous avez encore d'autres questions, qu'on puisse y répondre en direct. Bon, il y avait aussi, tu voulais que j'apporte quelques éléments concernant les subventions de prévention TPE, notamment pour ce qui concerne les bungalows et les bungalows d'hygiène. Donc, il existe une aide financière qui est incluse dans la subvention prévention TPE Bâtir Plus. Alors, elle est plutôt orientée alors, elle est déjà orientée vers les entreprises de moins de 50 salariés pour une activité plutôt de maçonnerie. Et il y a la possibilité d'être aidé à hauteur de 50%. Donc là, il faut que vous alliez consulter, parce que là, c'est des aides qui sont nationales. Donc, vous pouvez aller consulter l'ensemble des aides financières proposées par les CARSAT, CRAMIF et CGSS sur le site amélie.fr, le site de la Sécurité sociale. Et vous choisissez l'onglet Entreprise et vous allez sur Aide financière. Et vous trouverez tous les détails des subventions TPE qui sont proposées actuellement par le réseau Assurance Maladie. Parfait. Au moins, c'est très clair. Merci beaucoup, Christelle. On va clôturer cette session risque chimique. Nous vous remercions pour votre participation qui a été assez intense puisqu'on a eu beaucoup d'échanges par le fil de conversation. Donc, merci à vous. On vous souhaite une bonne continuation et de toute façon, si vous avez des questions, etc., en ayant répondu aux questionnaires satisfaction, on pourra nous les faire remonter. Donc, n'hésitez pas. On vous souhaite une excellente fin de journée et puis on vous dit peut-être à la prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.